fructifier votre argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, nouveau procès contre l'ex-juge Jacques Delisle. La saga qui dure depuis maintenant 14 ans continue. Le Parti conservateur du Canada n'accepterait aucun dépassement de coûts dans les projets financés par le fédéral, annonce Pierre Poilievre en marge du congrès qui s'ouvre très bientôt à Québec. L'humoriste Catherine Levac devient la nouvelle voix de la sécurité routière. Le taux directeur de la Banque du Canada est maintenu et la joueuse espagnole embrassée sans son consentement porte plainte. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. 24 minutes, c'est pas mal plus long que ça, la saga qui occupe le juge Delisle, l'ex-juge Jacques Delisle. Quelle histoire qui prend encore une fois aujourd'hui là, un nouveau développement. Là, comme je le disais en introduction, ça fait presque 14 ans maintenant que ça dure, la saga judiciaire autour de ce juge-là qui avait été tout d'abord là, reconnu coupable de meurtre premier degré de son épouse, puis... Mais après ça, avait eu, là, on expliquait qu'il y avait eu... Il a fait de la prison pendant plusieurs années, là. Il a fait de la prison pendant plusieurs années. Là, il y a eu des tentatives d'appel qui se sont avérées vaines. Après Puis ça... il y a le criminaliste célèbre, Jacques Larochelle, qui à un moment donné a pris, peut-être un des plus grands criminalistes au Québec, qui a pris un peu sur ses épaules. Lui, il dit que c'est une injustice. Je dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison, mais lui, il dit que c'est une erreur judiciaire, une injustice, une affaire épouvantable, puis qu'il a dit, moi... Je me fais un devoir de faire corriger ça. Oui, parce qu'il a été reconnu coupable en 2012. En 2015, finalement, demande de révision ministérielle. 6 ans plus tard, c'est le ministre fédéral de la Justice qui ordonne un nouveau procès à ce moment-là en disant qu'il est convaincu qu'il y a une erreur judiciaire qui est possible dans ce dossier-là. Après ça, arrête des procédures parce qu'il est devenu libre entre-temps, sous caution en attendant son nouveau procès. Là, en avril 2022, on dit que le procès, arrête procédure complètement parce que le pathologiste qui avait fait l'autopsie de sa femme à ce moment-là aurait fait des négligences inacceptables. C'est ce qu'on disait à ce moment-là dans le dossier. Donc là, il n'y avait plus de procès. Mais la couronne, elle dit que la négligence qui est reprochée au pathologiste, c'est pas suffisant pour faire tomber l'accusation. C'est adressé à la cour d'appel pour casser l'ordonnance d'arrêt des procédures, obtenir un nouveau procès. Et c'est finalement ce qui vient d'être obtenu. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir procès là, en tant que tel, mais bien que l'arrêt des procédures, lui, puis qu'un nouveau procès va se profiler. Il va falloir voir, évidemment, là, comment on va s'arranger de ce côté-là. C'est tellement difficile. D'abord, c'est difficile de savoir quoi penser sur le fond de cette affaire-là, mystérieuse. C'est aussi difficile de savoir quoi penser parce que c'est pas rien là, qu'un ancien juge... elle fait de la prison pour le meurtre de sa femme. Puis, tu sais, c'est vraiment pas clair de la balistique, tout ça, puis de la poudre sur la main. Puis moi, j'ai suivi cette affaire-là. Oui, sa femme avait été retrouvée avec une balle dans la tête dans son condo en novembre 2009. Puis, il y a tout à circuler. Là. Est-ce que l'arme, c'était comme à lui? Est-ce qu'il l'a fourni? Est-ce qu'il l'a approché? Est-ce que c'est lui qui a tiré? Est-ce que c'est elle qui a tiré? Est-ce qu'il l'a aidé? Est-ce qu'il est pas mêlé à ça? Lui était parti faire une petite commission. Il est revenu. Mais là, tu sais que dans le monde du droit, il y a des gens aujourd'hui qui disent, si c'était pas un juge, mettons que c'était un kidam, là, un vieux monsieur qui a passé sa vie comme épicier puis qui est rendu à cet âge-là, il a fait de la prison, erreur judiciaire, on laisserait tomber. On dirait, écoute, un autre procès, on va pas, il est rendu à 80, je sais pas quoi. Il a 88 ans en ce moment, c'est ça aussi qu'il faut mentionner. On va pas repartir un procès pour le... C'est comme si la justice veut tellement pas se faire accuser de laxisme face à un des siens, un ancien juge, que certains juristes disent, certaines personnes dans le monde du droit disent, ah non, et lui, il a le droit là, à la totale. Là, c'est presque du zèle excessif. Là. C'est-à-dire que pas le zèle excessif, mais la couronne, c'est ça. C'est ça, puis ça va être ça, puis c'est ça le droit, puis on va jusqu'au dernier recours disponible, puis il faut refaire un procès, parce que, sincèrement, moi, il y a un point où je sais plus quoi penser, que la justice se suive son cours, puis on dit qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Est-ce qu'on le saura un jour? Est-ce que... Ouais, c'est extrêmement difficile de départager tout ça parce qu'à évidemment... à l'époque, ce qui est raconté, c'est qu'il n'avait pas témoigné. Puis il y avait eu toute une... Est-ce qu'on devait le faire témoigner ou pas témoigner pour sa défense? Techniquement, un ancien juge supposé être un témoin crédible, mais on décide de pas le faire témoigner. Puis là, semble-t-il que dans son entourage, il y en a qui trouvent ça pas de bon sens, qui a pensé de pas le faire témoigner, mais là, on pensait qu'on était correct, on pensait qu'elle allait être acquittée, mais avoir su, on l'aurait fait témoigner. Fait qu'il y a tellement d'ingrédients. Mais écoute, on se comprend que c'est un film, là. Quand tout est fini, là,
c'est juste un film dans le sens que c'est le matériel pour faire toute une histoire. Il y a l'histoire là, qui est tellement incroyable. Toute une histoire, puis la tragédie, puis à l'intérieur de la famille. Puis les enfants eux-mêmes ont toujours dit que le père était innocent. Là. Les enfants ont toujours soutenu leur père là-dedans. Fait que non, c'est une histoire pour un film. Le Parti conservateur du Canada va tenir son congrès dans la ville de Québec du 7 au 9 septembre prochain. Déjà, le chef conservateur Pierre Poilievre débarque en trompe dans la ville avec certaines annonces. Là. Il est venu mettre un peu de terre sur le projet de tramway de Québec sans jamais le nommer ni le viser. Mais comme c'est un projet qui dépasse déjà les coûts qui étaient proposés au départ, ben, on s'entend qu'il se retrouve dans la ligne de mire du chef conservateur qui a annoncé. Il a comme fait une annonce... On pourrait dire une de ses premières annonces en matière de quelle façon moi je vais dépenser moins que Justin Trudeau. Parce qu'il dit toujours je vais dépenser moins que Justin Trudeau, mais c'en est une qui va faire réagir. Oui, il a promis que si on investissait de l'argent du fédéral, donc comme ça arrive très, très souvent dans toutes sortes de projets, et qu'il y a des dépassements de coûts, mais que ceux-là seront jamais épongés par le gouvernement fédéral. Pas d'exception, là, on ne devrait pas payer les dépassements de coûts fédéral, zéro. C'est ce que dit M. Poilievre plutôt aujourd'hui, pour des projets, je le cite, pour des projets mal gérés par des politiciens incompétents. C'est les mots qu'il a utilisés quand même. J'imagine là qu'il fait référence à certains bureaucrates ou la bureaucratie qui vient tanner sur un peu là, les nerfs de quelques Canadiens et Canadiennes au pays. Et donc, une première mesure comme ça pour expliquer comment il va réduire les coûts. Puis quand je parle du tramway de Québec, c'est parce que Ottawa assume 40% du coût du projet qui en ce moment là, devrait dépasser les 4 milliards de dollars alors qu'il est estimé à 3,3 au départ. 3,3, 3,6 ensuite, mais le 4, là, on dit que ça va dépasser le 4, mais ça va peut-être dépasser le 5. Il y a tellement de projets d'infrastructure au Québec qui dépassent ça va les dépasser coûts. Le 6, c'est qu'il a dépassé les coûts, puis il a carrément changé d'ordre de grandeur. Là, sortir complètement du genre de cadre où t'étais. Mais... je comprends ce que dit Pierre Poilievre. Je comprends qu'on veuille mettre il y a de l'abus. Puis je pense qu'à un moment donné, on se dit, là, les villes, mettons, ils sous-estiment la valeur des projets pour les faire approuver. Puis ensuite, ils donnent les vrais coûts. Puis tu te retrouves avec des dépassements de coûts. Mais de dire que le fédéral n'aidera plus jamais personne dont les coûts dépassent, je serais curieux de voir, mettons, un projet de pont ou d'autoroute stratégique ou d'un port ou quelque chose qui est vraiment stratégique, là, en Alberta, dans un comté conservateur ou dans l'Ouest canadien, dans un comté conservateur, puis il y a une infrastructure stratégique vitale pour l'économie, puis il y a un dépassement de coûts, là. Puis la province a de la difficulté à assumer les dépassements. Est-ce qu'il tue le projet? Ouais, c'est sûr que c'est une question chargée. Non, mais c'est dire le principe. Moi, le dépassement de coûts, j'embarque plus là-dedans. Puis je pense que dans l'opinion publique, tu vas aller chercher un certain appui des gens. On est tanné de trop payer pour nos projets. C'est ça. Mais quand tu l'appliques à un projet précis, puis tu dis, OK, non, mais là, nous, dépassement de coûts, on paye plus. Là, fait qu'on devait faire un aéroport dans une petite ville en Alberta. Le projet coûte plus cher que prévu. Bang, tu tires là, tu canardes le projet, fini. Oui, puis qui est peut-être à ce moment-là qu'un dépassement de coûts, c'est parfois pendant le projet lui-même, pendant qu'on l'exécute. Il est déjà à moitié construit. Puis tu dis, c'est une position plus facile à défendre en principe qu'à appliquer dans chacun des projets. Oui, et donc Pierre Poilievre va être au Québec, va rester en capitale nationale ici pour vanter tous ces projets, faire également, bien sûr, le congrès qui s'en vient dans quelques instants. Beaucoup de sujets qui sont sur la table pour les conservateurs, ça s'en vient, mais chose certaine, c'est vraiment au Québec là, qu'on veut mettre le paquet, non seulement en installant le congrès-là, mais aussi les publicités Mario qui circulent. Moi, la nouveauté, j'écoutais ce matin, il a refait un point de presse, Pierre Poilievre, c'en est humoristique à quel point il répète les mêmes phrases, les mêmes mots sur l'inflation, les déficits inflationnistes de Justin Trudeau. Tu sais, c'est comme une chanson apprise. Je faisais une blague ce matin à LCN, c'est comme l'arbre est dans ses feuilles. Là. C'est toujours. Et là, il a ajouté un nouveau couplet. Le bloc. Le bloc québécois. C'est toute la même histoire. Là. Tu reconnais le refrain, les couplets, les refrains, puis il redit tous les jours dans toutes les conférences de presse, l'inflation, le coût de la vie, puis le logement. Puis là, oups, il vient faire son congrès à Québec depuis une semaine. Il s'est mis à attaquer le bloc. Fait que c'est vraiment, tu dis, OK, dans la chanson, là, elle est un petit peu plus longue. Là. Il a ajouté un petit bout de plus. Ouais, il faudra parier que la chanson, elle change, dépendamment d'où se trouve M. Poilievre. Mais sauf que là, le bloc, par exemple,
sais pas ce que ça va donner. Est-ce que le Bloc va répliquer? Présentement, le chef du Bloc, qui est François Blanchet, lui est en Catalogne pour parler d'indépendance. Parce que le Bloc a quand même pas été si souvent attaqué ces dernières années. Là. Non, pas c'est si sûr. souvent, C'est sûr qu'on se battait beaucoup là, dans des circonscriptions peut-être plus de Toronto, entre autres, en oui, Ontario. puis à l'échelle du Canada. Des circonscriptions plus difficiles à aller chercher. Non, il y avait des batailles un peu partout ailleurs, mais là, ça a l'air que ça va se transposer au Québec, Mario, lorsque la campagne électorale arrivera, puis elle va arriver éventuellement. Mais ça promet de jouer dur dans ce coin-ci. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Mais il n'y a pas que sur la scène politique fédérale, Mario, qu'on voulait faire un petit coup d'éclat aujourd'hui. Sur la scène québécoise également, c'est le Parti libéral du Québec là, aujourd'hui qui est sorti avec son chef intérimaire Marc Tanguay, qui lui s'est mis à promettre d'être plus combatif, parler là, d'une énergie renouvelée, tente de relancer un tout petit peu l'intérêt envers le Parti libéral du Québec avec la rentrée parlementaire, certes, mais également le fait qu'on ait une course à la chefferie qui n'est pas très allumé jusqu'ici. C'est surtout des gens qui ont décidé de ne pas s'y joindre, puis c'est ce qu'ils ont annoncé. On parle de Monsef Déragi, entre autres, M. André Fortin également. Là, on aurait peut-être un candidat dans les cartons qui semble se profiler. C'est le député de Marguerite Bourgeois, Frédéric Beauchemin, Mario, qui pourrait être bientôt sur la ligne de départ. Mais si on veut être positif, on peut dire, ben là, c'est un candidat qui... Le chemin s'est ouvert devant lui. Si on veut être plus négatif, on peut dire, ben là, il va par défaut. Il n'y a personne d'autre. Le poste, la chaise est vide et il va. J'entends des gens dire... S'il y a juste Frédéric Beauchemin, parce que c'est quand même pas une candidature très forte, il n'est pas très connu, très peu connu du public. Il y a bien des gens peut-être qui ont dit, parce qu'il est déjà député. Oui, il était député dans l'ouest de Montréal, et lui, il arrivait de la Banque Scotia. Il était chef, je pense, des services internationaux là, de la Banque Scotia, donc un économiste de la banque. Beau profil, mais comme politicien, moi, à date, il m'a pas impressionné. Là. C'est une question économique. Là, comme par exemple, sur la Banque du Canada, cette semaine, on le sent plus compétent, mais sur certains sujets, là, on sent que c'est peu d'expérience politique, mais si lui est le seul, peut-être certains disent que Joël Lightbound va voir ça comme la porte est grande ouverte. S'il y a juste un député sans aucune expérience, ça pourrait être l'occasion pour Joël Lightbound, député libéral de la région de Québec, député libéral fédéral de la région de Québec, de faire le saut à Québec et de décider de se présenter. Oui, puis pour l'instant, ça va prendre une candidature forte, c'est certain, là, peut-être moins connu, M. Beauchemin, puis qu'on fait une course comme ça à la chefferie, c'est important d'avoir un nouveau chef, peut-être qui est connu du grand public à ce moment-là. Est-ce que Joël Lightbound contre Frédéric Beauchemin, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est une course à la chefferie? Excuse-moi, mais je pense que non. Moi, je pense que pour bien des gens, c'est juste comme on les connaît pas, peu. Je pense que c'est une pas de course à la chefferie. Pour bien des gens, ça va être... Les libéraux n'ont pas réussi à trouver une très grosse pointure. Mais... Ils partent de loin en ce moment, disons, ils partent de loin. Libéral. Par contre, il semble qu'il y a dans le Parti libéral un courant qui dise c'est plus grave. Là, on travaille sur un scénario de 2 élections. On repart à 9. Donc, la prochaine élection... Le candidat, quel qu'il soit, le chef, va se faire connaître, va s'installer. Mais pour ça, ça prend un parti qui a de la patience et qui met pas son chef dehors à chaque défaite. Un parti qui est prêt à dire, là, la prochaine élection... On va la perdre, puis c'est correct. Mais on veut regagner quelques comtés. On veut que notre chef en ressorte comme, ouais, il est meilleur qu'on pensait. Tu sais, qu'on en ressorte avec du positif pour peut-être espérer arriver plus fort à la suivante. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault, qui est également évidemment ministre des Transports et de la Mobilité durable, a fait les premières annonces de sa campagne sur la sécurité routière au Québec. Là. La campagne, entre autres, autour des écoles. On en a beaucoup parlé dans les derniers jours, entre autres avec les jeunes élèves à qui on a mis des radars sur le dos, Mario. Il y a des gens qui ont vu ça passer un peu partout, où on montrait la vitesse des autos. Une campagne, disons, qui frappe l'imaginaire. Et là, on a la porte-parole qui a été annoncée aujourd'hui de cette campagne appelée « La sécurité routière, j'embarque ». Et c'est l'humoriste Catherine Levac qui va être porte-parole. 6 millions de dollars de budget qui est donné à cette campagne. On veut miser, cette fois-ci, c'est peut-être quelque chose qui va contraster avec ce qu'on fait d'habitude du côté du ministère des Transports. Mario, on veut y aller là, sur des capsules humoristiques un peu plus, là, qui vont faire rire un peu les gens, les faire réagir, plutôt que les campagnes choquent qu'on a d'habitude du côté de la Société de l'assurance automobile du Québec. Là. On est habitué quand même à du lourd de la SAQ. Mario, là, les gens à la télé ont peut-être déjà vu ça, là, des campagnes choc, accidents, des policiers qui viennent à la porte vous annoncer que votre enfant est mort. On en a vu un peu partout là, de ces campagnes-là. Donc là, on prend un tout autre angle. Un tout autre angle, donc ça va être beaucoup plus rigolo, si on veut, tout en parlant de sujets sérieux. Donc c'est une première grande mesure comme ça. Et Mario, à quoi a dû répondre la ministre, tu penses, en parlant de transport et de sécurité près des écoles aujourd'hui?
bien évidemment, de sa ceinture de sécurité, encore et toujours. Je pense que ça risque de la suivre un petit moment. D'après moi, pour quelques mois, quand elle va arriver un événement public là, en véhicule, les journalistes vont la voir bien attachée dans le véhicule jusqu'à l'arrêt complet des roues. Tout savoir en 24 minutes. L'UPAC, ça faisait longtemps qu'on avait entendu parler d'eux. On procédait ce matin à une arrestation d'un ex-cadre du collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Éric Boily, qui est l'ancien coordonnateur de la vie étudiante du cégep, qui là fait face à des accusations de fraude et d'abus de confiance. C'est un homme, Éric Boily. Il n'a pas volé l'argent du cégep. C'est l'association étudiante. C'est l'argent des étudiants. C'est des cotisations à l'association étudiante. Puis là, c'est parce que l'association étudiante de cégep, là, on pourrait se dire, bon, il a volé quoi? 10 000 $? 30 000? 50 000? Non, on parle de près d'1 million de dollars, selon l'UPAC, qui aurait été siphonné. Ben oui, parce que c'est pas la première fois, c'est des gestes qui sont reprochés, qui se seraient déroulés entre janvier 2011 et avril 2018, donc sur 7 ans. Et M. Boily, lui, en octobre 2017, le bureau d'enquête, nos collègues du bureau d'enquête de Québécois, avaient fait état de dépenses inappropriées qui étaient reprochées à M. Boily à ce moment-là. C'est pas la première fois que son nom revient dans les médias. Il avait à peu près dépensé 9 000 $, semble-t-il, sur une carte de crédit du cégep, avait acheté de l'alcool, des billets au Centre Bell, des produits d'épicerie. Lui qui, à ce moment-là, éprouvait des problèmes personnels, avait même déclaré faillite. Donc, aurait utilisé, là, selon ce qu'on en comprend, une carte de crédit du cégep pour s'acheter toutes sortes de choses, là, même une épicerie à quelques pas de chez lui. Et là, avait toujours nié ces faits-là. On dit qu'il y a eu 3 ans d'enquête interne. Il a fini par quitter à l'automne 2019 son poste au cégep. On ne sait pas s'il s'est fait renvoyer ou si lui-même a pris la porte. Mais là, on parle vraiment d'une fraude massive, Mario, qui va être suivie. Semble-t-il que c'est des employés de l'association étudiante maintenant qui... Tu sais, ça se renouvelle vite, une asso étudiante, là, pour ceux qui ne connaissent pas les rouages de tout ça. C'est ça. Mais techniquement, l'association étudiante est censée avoir un trésorier. Oui. Moi, quand j'y étais à l'association étudiante au cégep de Rivière-du-Loup, notre trésorier, c'était quelqu'un qui étudiait en comptabilité, qui est rendu comptable agréé. Je me souviens, je salue Donald. Donald, là, il aurait été bâtard à fourrer. Ah ouais, hein? Oh! Il regardait ça avec des gros yeux. D'après moi, là, s'il avait manqué quelques 1000 $, dans le compte, il l'aurait vu. Ah, mais... Moi, je gagerais sur mon ami Donald. Mais je pense que c'est pas toutes les associations étudiantes qui ont le privilège d'avoir un Donald, Mario. Ouais, parce que là, il reste qu'à un moment donné, là, je sais là, que des fraudeurs font disparaître l'argent, vont trouver une façon d'entrer ça dans les livres. Mais techniquement, tu es censé avoir un trésorier qui a la somme des revenus, là, des entrées, des cotisations, puis où va l'argent. Faut que les livres balancent. Tu es censé faire balancer tes livres. Puis même l'association étudiante, je m'en souviens, on faisait affaire avec une firme de comptables. Les livres, là, à la fin de l'année, comme c'est une association... Ouais, ça doit se balancer. Faut que ce soit vérifié par une firme de comptables. Je serais curieux de connaître le stratagème là, du type pour faire disparaître, écoute, des sommes. Ça veut dire quoi, mettons, sur 7-8 ans, mettons 8 années scolaires, 7-8 années scolaires, il a fait disparaître proche d'1 million, c'est plus que 100 000 par année. Ben, c'est parce que ce qu'on dit, c'est qu'à l'époque, là, quand on vérifiait ça du côté du bureau d'enquête, là, entre autres aux alentours de 2019, on dit qu'il y avait une présumée fraude de 600 000 $ auprès de l'association étudiante qui se profilait. C'est entre autres une dette qui a été contractée dans ces années-là, là, entre 2012 et 2018. Puis là, ben, l'association étudiante ont renouvelé leurs membres, le trésorier, le responsable, le président ou la présidente de l'époque, ben, évidemment, ont quitté le cégep depuis belle lurette. C'était difficile de faire le suivi. Bref, j'ai hâte de voir, honnêtement, comment va se décliner ce procès-là, Mario, parce que, comme tu dis, le stratagème, je suis curieux. Ouais, mais les associations étudiantes, c'est quand même, c'est vrai, des gros taux de roulement. Puis là, des fois, ça chicane, ça démissionne. Au cégep, t'es là 2 ans, là, si t'es tu là fais ça vite. Puis des fois, les gens font pas tout le... Souvent, mettons, t'es là 2 ans. Moi, j'étais en sciences pures, je fais 2 ans. Ben, la première année, t'es tout nouveau, là. T'sais, c'est juste à la fin de l'année que tu te fais élire dans l'association étudiante. L'année d'après, tu fais t'es fini. Tu sais, la première année, t'es nouveau, la deuxième année, t'es finissant, tu t'en vas après. Puis, même des fois, là, ça dure pas toute l'année, là, des gens démissionnent en cours de route et qu'il y a beaucoup de roulements, mais c'est quand même beaucoup d'argent. La cotisation à l'association étudiante, c'est quoi? C'est 50-60 $ par étudiant. Si t'en as une couple de 1000... Mais c'est nébuleux des fois. J'ai été moi-même président d'une association étudiante ici à l'université et on avait trouvé ça dans nos états comptables, là, des frais qu'on payait chaque année en prévision d'un séminaire de grève. Tout d'un coup que les étudiants voulaient partir en grève. Puis c'était comme caché dans nos chiffres quelque part. On avait fini par annuler ça en disant mais là, ça n'a pas de bon sens. À qui c'était versé? À qui? Ben, c'était versé. C'était pas clair. Je pense que c'est difficile des fois d'avoir clairement les états de compte là, de ce qui se passe dans les associations étudiantes.
peut-être que ça va pousser d'autres, en tout cas j'espère, d'autres trésorières comme ce cher Donald, Mario, à aller se pencher sur les chiffres de leur assaut en ce moment. Tout d'un coup, vous trouveriez une fraude d'un million. C'est une trentaine de dollars là, par étudiant à la cotisation à l'association étudiante. Je fais la recherche. Donc, tu sais, si mettons, t'as un cégep qui a 1000 étudiants, ça fait quand même des bons budgets. Puis je pense qu'il y en a un montant qui est versé sous l'association. Oui, mais il y a du financement qui se donne aux associations étudiantes. C'est pas juste la cotisation non, aussi. C'est là, ça. Il y en a qui viennent, je pense, de l'État ou du cégep. Non, c'est ça. Ça finit que ça fait des budgets importants. Ça prend quelqu'un pour gérer l'argent. Mais là, dans ce cas-ci, ben, il y a un fin finot qui s'est servi en chemin. Économie. C'était la décision tant attendue aujourd'hui de la Banque du Canada qui a finalement décidé de maintenir son taux directeur à 5 %. Elle avait déjà augmenté à 2 reprises là, depuis le mois de juin, mais finalement on a affirmé que l'économie canadienne en ce moment est en train là, de rentrer dans une plus faible croissance qui va bien sûr croissance la négative au dernier trimestre. Ouais. C'est plus faible certain, c'est négatif et particulièrement affecté au niveau des mises en chantier qui empire la crise du logement. Il y avait plusieurs raisons pour la Banque du Canada de se calmer là, sur les hausses de taux. Oui, puis c'était vraiment ce qui était là, dans l'air là, sur la plupart des prédictions là, des économistes. On disait qu'on allait le maintenir. Maintenant, la prochaine question, Mario, ce sera mais qu'est-ce qu'on va faire au 25 octobre prochain? Ce sera la prochaine annonce concernant le taux directeur annoncé par la Banque du Canada. Semble-t-il qu'on s'éloignerait là, d'une nouvelle hausse, heureusement pour les consommateurs, les gens aussi qui ont une hypothèque à taux variable en priorité. Mais ça pourrait peut-être voir là, à plus long terme, pour d'autres dates, peut-être une réduction aussi de tout ça. C'est un sujet qui va être à suivre, Mario, là, par rapport aux prochaines décisions de la Banque du Canada. Oui, mais si je me fie aux experts, là, on semble penser, ça va être la bonne nouvelle, je pense qu'il va plaire à beaucoup de gens, là, que les hausses... C'est fini pour l'instant. C'est passé. Certains économistes disaient qu'il reste peut-être une dernière fois d'ici Noël, mais là, l'idée se fait que c'est probablement fini. Et là, l'enjeu devient, la question suivante, c'est est-ce qu'on peut espérer des baisses? Moi, ce que je lis aujourd'hui de la Banque du Canada, c'est soyez pas trop optimistes pour des baisses rapides. Ouais. Des baisses, ça pourrait être dans... Moi, je pense que scénario optimiste au printemps, été prochain, puis scénario peut-être plus réaliste, mettons dans un an, là, fin d'été, début d'automne prochain, à moins que l'inflation baisse par magie, mais là, au moment où on commence à espérer que l'inflation baisse plus, oups, le prix du baril de pétrole remonte à cause de l'Arabie Saoudite, il y a toujours quelque chose là, qui empêche les scénarios optimistes. Mais à suivre, mais je pense que ça va quand même être bien reçu comme nouvelle par les gens qui ont une hypothèque aujourd'hui. Le Monde. C'est une histoire qui avait fait le tour du monde, Mario, lorsqu'à Sydney, lorsqu'il y avait eu le tournoi mondial des joueuses de soccer de la FIFA, des différents pays du monde, cette joueuse de l'équipe espagnole qui avait été embrassée par Luis Rubiales, qui était le directeur, le grand patron du soccer espagnol, l'avait embrassé sur la bouche sur des images là, qui ont fait littéralement le tour du monde. On apprend aujourd'hui que la joueuse, Jenny Hermoso, a déposé officiellement une plainte donc pour agression sexuelle qui rentre dans le code pénal espagnol, qui dans une réforme assez récente a mis le baiser non consenti, donc d'embrasser quelqu'un sans qu'il veuille, dans le dossier des agressions sexuelles, là, qui est une grande catégorie pénale de violence sexuelle dans le pays. On parle, ça va de l'amende jusqu'à 4 ans de prison. Mais on avait besoin, jusqu'ici, là, même s'il y avait déjà une enquête d'ouverte préliminaire pour agression sexuelle contre M. Rubiales, ben, ça prenait la plainte de la joueuse officiellement. Et donc, c'est maintenant chose faite. Donc, l'enquête va pouvoir aller de l'avant. Ça avait été réclamé par beaucoup de gens, puis ça a déjà commencé à précipiter, Mario, un changement de mœurs là, au sein de l'équipe nationale. Là, c'est ça Espagne. la question que je me posais, parce qu'il semble, si le geste était complètement isolé, tu dis c'est juste quelqu'un qui, dans l'enthousiasme de la victoire, perd les pédales, et donc, dans cet esprit-là, là, pose un geste, mais totalement déplacé, totalement inapproprié. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de sous-jacent, là, comme s'il y avait eu d'autres affaires. Parce que d'après moi, si quelqu'un a un comportement toute sa vie impeccable, là, dans une atmosphère de respect des femmes, et tout est impeccable, puis il fait ça, tu dis, wow, ça veut pas dire que tu l'excuses, à la limite, tu pourrais le forcer à démissionner, mais tu vas quand même regarder ça en disant, écoute, là,
dans l'euphorie de la victoire, le gars est complètement échappé. Ouais. Puis là, le problème, c'est qu'en réaction à tout ça, parce qu'il avait refusé de démissionner après avoir été appelé à le faire, avait dit, lui, c'est un petit bisou consenti, avait dénoncé le faux féminisme autour de tout ça. Disons qu'il n'a pas pris l'approche la plus sympathique dans tout ce dossier-là. Non, mais c'était clairement pas consenti. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais, n'importe qui a vu les images aurait pu le deviner, Mario, donc ce sera à suivre. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.